Paul Lècle, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'architecte concepteur du Cinéplanète d'Antibes. Vous faites partie du cabinet d'architectes Leclerc Associés, auquel vous êtes associé. Exactement. Quelle était votre vision de départ de ce cinéma implanté en plein centre-ville d'Antibes? Et ça, je crois que c'est une chose rare, pour ne pas dire unique, dans les nouveaux cinémas. Vous avez dit exactement ce qui était le point de départ de ce projet, c'est-à-dire que on en a fait des multiplexes éloignés du centre-ville, on a fait des cinémas qui sont en superposition, en rez-de-chaussée d'autres choses. Mais en fait, le cinéma comme un objet architectural unique, et surtout en centre-ville, en fait, finalement, c'est quelque chose d'assez rare. C'est quelque chose qu'on peut retrouver dans ce que j'appelle presque ces théâtres, quoi. Ces vieux cinémas de la belle époque qui sont des objets incroyables, qui sont des équipements publics d'ailleurs presque. Et du coup, là, on est confronté à cette vraie question qui est quelle est l'architecture de ce bâtiment? Qu'est-ce qu'il doit porter? Comment est-ce qu'il doit participer de la ville? Parce qu'on n'est pas sur un objet que l'on implante avec un besoin d'un privé de faire du commerce, etc. Non, on est vraiment dans un objet qui, au-delà de sa fonction de cinéma, doit être un repère dans la ville et doit répondre aussi à des attentes, connues ou pas, pour les Antibois. Oui, et en plus, vous arrivez sur un terrain vierge, puisque tout a été cassé, et c'est un quartier neuf qu'on construit en cœur de ville. Alors, c'est un quartier neuf, ce qu'on pourrait se dire, finalement, cet objet est tellement particulier ou insolite qu'il pourrait aller n'importe où. En fait, pas du tout, c'est un quartier neuf, mais on a quand même le patrimoine architectural qui est quand même bien présent. Et en fait, peut-être que le bâtiment n'en a pas l'air, mais il répond énormément en fait, à ce patrimoine. Je parle d'architecture insolite parce que c'est un objet singulier qui doit porter une identité très forte au-delà même de l'équipement privé qu'il est. Pour autant, c'est un objet qui dialogue avec la ville à sa manière. Donc c'est un peu cet origami miroitant que l'on met en place. En Oui, fait, il reflète la ville. voilà, et puis c'est une vision fragmentée de la ville. Donc on arrive dans un environnement effectivement tout en reconstruction entre guillemets, mais la ville est là et du coup la ville aujourd'hui est encore plus là et révélée. Voilà. C'est un bâtiment qui est imposant, hein, c'est un repère, vous l'avez dit, dans la ville. Vous pouvez nous redonner ses dimensions? Ce qui est important de comprendre, c'est que quand on fait un cinéma, on se dit, bon, on a superposé 2 étages de salles. Mais au final, on a un rez-de-chaussée, et puis on a des salles qui correspondent, on va dire, à 2 niveaux classiques. Donc par rapport à la ville, au bâtiment que l'on connaît, c'est l'équivalent d'un R plus 6 niveaux, ce qui est quand même assez important. Et en plus, au-dessus de ce 6e niveau, il y a, et on va en parler, toutes ces terrasses du coup qui s'ouvrent sur des horizons incroyables, sur le port, la ville. Voilà. Donc c'est un bâtiment assez imposant, entre guillemets, dans sa taille, imposant dans le bon sens du terme. En tout cas, on a fait le choix de ne pas l'effacer. C'est pour ça que cette architecture, je le disais, de pliage, un peu comme ces pliages japonais, les origami miroitants, en fait, c'est à la fois une manière de dialoguer avec la ville, mais c'est aussi une manière d'assumer franchement la place que doit avoir cet objet, qui n'est pas qu'un objet architectural, qu'un objet urbain dans la ville. Donc il y a sa dimension, sa hauteur, mais ce qui est important aussi, c'est au-delà de sa masse ou de son enveloppe, c'est un objet qu'on veut aussi très communicant dans sa transparence. Parce qu'un cinéma, souvent c'est des salles, et puis c'est comment est-ce qu'on va disposer les escalators et les coursives pour avoir une expérience spatiale inédite pour rejoindre sa salle de cinéma. Là, on l'a mis et on l'a rendu visible en façade, mais pas juste pour l'expérience cinématographique d'aller au cinéma, mais surtout pour remettre en scène un cheminement vers autre chose que le cinéma, qui est cette toiture. C'est très important, et c'était vraiment une idée de départ. Ce bâtiment, c'est pas juste un cinéma. C'est un objet qui a une fonction dans la ville. Une fonction, c'est un jalon, c'est un repère, quelle que soit la manière dont on l'appelle. Et tout ce parcours mis en évidence jusqu'aux terrasses, si à la fin, on peut se dire qu'on a offert aux Antibois un nouveau regard sur leur ville, en fait, c'est peut-être vraiment ça qu'on a gagné.
On leur a aussi offert pouvoir aller au cinéma, mais on leur a offert un nouveau regard sur leur ville. Ça nous tient à cœur. Cette façade tout en verre, elle a été facile à concevoir et facile à réaliser? C'est deux choses différentes. Facile à imaginer. On peut avoir des propensions à imaginer des choses un peu folles très facilement. Et ensuite, effectivement, il faut que ces choses un peu folles, elles aient un sens structurel. C'est pas par hasard qu'on est parti sur le pliage. Le pliage, c'est quand même, dans l'histoire de l'architecture, aussi, comment dire, des forces architecturales, des forces structurelles, je ne sais pas comment dire. C'est-à-dire que c'est un dispositif qui n'est pas que esthétique, qui n'est pas qu'une composition de façade. C'est un dispositif qui, structurellement, je prends une feuille pliée, je la pose, elle tient. Donc, cet origami en façade, l'idée c'était de pouvoir dire qu'on le posait sur le sol, on pouvait l'enficher un peu dans le sol et il tenait. Et ça, c'est la belle histoire que nous racontons au début. Mais ensuite, effectivement, il a fallu trouver toutes les équipes et de maîtrise d'œuvre et les entrepreneurs pour adhérer à cette manière de lire le bâtiment, non pas architecturalement, mais structurellement presque, c'est un tout. Et je dois dire qu'en fait, on a trouvé un entrepreneur, alors un Italien qui s'appelle Lino Lorenzoni, il a quand même travaillé avec Atra, donc c'est un type très intéressant, et qui lui a immédiatement compris ce qu'on mettait en place. Il dit, mais vos grandes écailles, il faut, bien sûr, elles sont là, elles tiennent quelque chose, c'est la charpente du bâtiment, c'est pas un habillage qu'on va venir mettre par-dessus une carcasse. Et c'est là que l'objet aussi a pris son sens, avec des gens qui, dans leur mise en œuvre, se sont passionnés pour cette esthétique. Voilà. Parce que sinon, le bâtiment, il ne ressemblait plus à ça et il était un peu triste. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu les contraintes, ce qui a été le plus compliqué dans la réalisation de ce bâtiment? Il y a vous disiez des contraintes techniques importantes. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué? C'est un objet dans lequel on doit tenir 8 salles de cinéma. 8 salles de cinéma, c'est beaucoup. Et on est dans un volume très dense. Donc, tant mieux, parce que ce volume est dense, ça nous a permis de monter en hauteur et d'aller profiter des terrasses. Mais aller imbriquer dans ce volume non seulement dense, mais en plus, c'est pas un rectangle parfait, hein, quand on fait un multiplex, là, c'est pas ça. Donc du coup, il faut effectivement jouer et réussir à retrouver la liberté dans cette géométrie. Et je dirais que j'appelle pas ça une contrainte, parce qu'en fait, nous, des contraintes dans notre métier, c'est quand même ce qui nous nourrit. Mais du coup, ça nous a permis typiquement d'agencer ces volumes très, très normés pour ménager des vues et des flux vers le cœur d'îlot. Ça nous a permis de mettre en confrontation volontaire une courbe, c'est-à-dire une façade qu'on a volontairement adoucie sur l'extérieur, et des objets à l'intérieur dont on a accepté et mis en scène un peu le côté presque tectonique de ces salles qu'on superpose. Et donc on a joué de ces premières contraintes qui sont l'agencement de ces volumétries à l'intérieur, parce que c'est ce qui fait la spatialité du site, c'est la douceur du rideau qu'on traverse, et ensuite ces salles, c'est ce qui fait aussi spatialement tout l'attrait, on l'espère, de ce bâtiment. Et ensuite, les contraintes, c'est des contraintes, ça peut être des contraintes acoustiques, ça peut être des contraintes, effectivement, comme je disais, de géométro, de mesure pour que les angles de vue soient les bons, etc. etc. Et puis, c'est des contraintes aussi de climat intérieur, température, parce que quand on fait ces grands espaces, il faut qu'ils soient agréables à pratiquer. Donc, tout ça est un tout, oui. D'un point de vue environnemental, c'est un bâtiment qui est... Il ne peut appartenir à aucun label parce qu'en fait, un cinéma, ce sera toujours des boîtes fermées dans lesquelles on fait évoluer les techniques, mais ça, je ne parle pas d'architecture. Aujourd'hui, quand on a un projecteur qui devient typiquement un écran LED par exemple, on va limiter les apports de chaleur. Mais d'un point de vue climat, c'est-à-dire consommation d'énergie, etc., c'est un objet qui est hors norme. C'est impossible d'inventer un cas pratique pour un objet qui se réinvente chaque fois. Nous, ce qu'on a voulu mettre en place, en tout cas là-dedans, c'est bel et bien l'idée que ce grand espace, ce grand hall,
dans la manière dont il se déploie et au ciel et sur le cœur d'îlot, c'est un volume dans lequel les mouvements d'air font qu'on est toujours dans un climat agréable, ce qui est absolument essentiel. On n'a pas besoin de... c'est pas un bâtiment qu'on a besoin de chauffer à l'intérieur. Enfin. Et si on reste sur un plan technique, cette façade de verre, elle a été compliquée à réaliser, c'est un défi? Alors, le verre a été taillé comment? Je dirais que la réalisation n'a pas été, entre guillemets, compliquée parce que l'entreprise a fait un travail en amont qui n'était pas juste un travail d'entreprise. Ils ont été à nos côtés dès le début des études parce qu'en fait, quand on fait un grand triangle de verre, typiquement, ben en fait, qu'est-ce qu'on peut s'autoriser comme dimension? Quand je dis qu'est-ce qu'on peut s'autoriser, qu'est-ce que techniquement on peut s'autoriser? À quel moment nous sommes des architectes capricieux? Parce qu'en fait, si pour faire ce verre, il faut en casser 3, ben, il y a un moment où il faut sauver la planète. Hein, donc il faut adapter aussi, nous, notre objet pas juste à des capacités techniques, mais des capacités techniques et économes, entre guillemets, dans tous les sens du terme, que ce soit carbone ou financier. Au final, cette façade, elle va être économe financièrement parce qu'elle va utiliser peu de matière, et en utilisant peu de matière, elle va respecter le principe de l'origami, s'en servir, et du coup, elle va être aussi économe, entre guillemets, dans la manière dont on a agencé ces éléments de métal, de vitrage, quel métal on a pris, parce qu'en fait, des métaux miroitants, il y en a plein. Donc, dans les matériaux et la manière dont on les a utilisés, on est allé très très loin, grâce à l'entreprise, dans la définition des choses. C'est du verre? Il y a du verre, il y a du métal. Oui, c'est du verre. Oui, c'est du verre. Donc, dans la manière dont le verre est porté, on est allé jusqu'à dessiner avec l'entrepreneur la petite patte de fixation des vitrages. On ne voulait pas qu'elle soit un ornement, parce qu'en fait, on n'est pas non plus dans le pastiche d'une autre architecture. C'est un objet simple qui a une fonction de tenir un vitrage. Mais du coup, on a pu avoir un dessin extrêmement simple, mais pour lui donner une autre géométrie, pour retrouver ces espèces de triangles finalement qu'on retrouve sur la façade. Donc on a pu aller traiter par tous ces petits détails. On a pu soit effacer la contrainte, soit l'en transformer finalement en un objet architectural, parce que c'est un peu comme quand on parle, des fois il y a le souffle qui va avec, et le souffle fait partie de la voix. Bon, bah, dans l'architecture, la patte de fixation, elle fait partie aussi de l'esthétique du bâtiment. Donc c'est toutes ces petites choses qu'on a travaillées, parce qu'on a tout de suite travaillé sur la mise en œuvre. Ça, c'était passionnant. Ces grandes écailles, elles ne permettent pas à ce cinéma de s'afficher comme un cinéma au sens classique où on l'entend, c'est-à-dire avec les affiches des films qu'on voit en passant devant. Alors, je dois dire que l'exploitant, c'est aussi à jouer le jeu, mais jusqu'à l'intérieur, en fait. Quand vous voyez l'aménagement intérieur de ce cinéma, moi, je trouve que, et j'en suis très content, c'est un cinéma de centre-ville, il est différent de ce cinéma qu'on va poser au milieu de rien et sur lequel on peut mettre les projecteurs, les couleurs, etc. Là, on est dans une autre dimension, donc il y a une espèce de respect, notamment de ce parcours dont je parlais jusqu'en terrasse, de ces cheminements et de cette enveloppe extérieure. Et en fait, ça ne gêne en rien l'attractivité du cinéma, au contraire. En fait, on oublie que le cinéma, c'est d'abord une expérience entre le moment où je prends mon ticket, comme quand je vais au théâtre, le moment où je m'assois, que je regarde, la manière dont je ressors. Tout ça, c'est une expérience. Donc, je suis très content. Je trouve qu'ils ont été super, le Cinéplanète. Ils sont vraiment bien rentrés dans le bâtiment. Voilà. Servez-nous de guide et invitez-nous à rentrer, à pénétrer à l'intérieur du cinéma. Alors, moi, je rentre dans le cinéma, déjà, je viens de la ville. C'est-à-dire que je ne suis pas encore au pied du cinéma. Et ce cinéma, il va aller chercher des vues depuis les rues, depuis la rue Fontvieille, depuis la place Nouvelle. Et on le voit, il est visible, il est
très visible, mais c'est assumé. Et dans ces plissements, on voit dans ces grandes écailles qu'ils ménagent un peu comme des drapés, des rideaux qu'on ouvre. Ils ménagent du coup des ouvertures et on rentre entre ces drapés dans cet espace, ce grand volume qu'on perçoit un peu de loin. Et plus on approche, plus on comprend ce grand volume intérieur qui monte jusqu'au ciel, jusqu'aux terrasses. Et en fait, on est guidé spatialement par ce vide, par les escaliers, les coursives. Donc, on va rentrer dans ce grand vide, on prend nos tickets, on monte, on prend un premier escalator, on arrive à la première ou la deuxième coursive. Vous savez, chaque fois qu'on est au cinéma aussi, on attend avant d'arriver à la salle. On n'est pas toujours en retard. Et en fait, quand on attend sur ces coursives, en fait, là aussi, on n'est pas juste dans cette expérience spatiale de ce hall, mais aussi dans une projection très particulière à la ville, parce que depuis l'intérieur aussi, la ville elle est fragmentée. Ces écailles, elles sont miroitantes toutes, mais elles sont et transparentes et opaques. Et dans ce jeu-là, il y a un premier rideau que l'on a tiré. Vous voyez, quand on passe ce premier sas, on a un seuil, on est dans la ville bruissante, puis on passe dans ce hall où on a un peu tiré les rideaux, puis ensuite on passe le sas de la salle qui nous enferme dans une espèce de bulle de silence, et là on rentre dans le cinéma. C'est tout ce cheminement de l'agitation, de l'intensité de la ville, jusqu'au calme de la salle de cinéma qui nous intéressait. C'est ça le cheminement pour aller à la salle de cinéma. Quand on utilise, le mot est mal choisi, mais ce cinéma, hein, quand on va voir un film, on a tout de suite un sentiment de grand confort dans les salles, avec des espaces larges. Un cinéma en centre-ville, effectivement, c'est un autre confort. Donc là, ce n'est pas du tout une notion architecturale. Nous, là-dessus, nous sommes architectes et nous appliquons, nous mettons en place des volumes dans lesquels le cinéma peut mettre ses sièges. Mais effectivement, le fait que le cinéma revienne en ville et qu'il ait une fonction urbaine, ça autorise aussi un plus grand confort et une autre manière de pratiquer le cinéma. Et en ce sens-là, les exploitants de cinéma font évoluer leur expérience vers plus de confort sur les sièges, plus de confort entre les sièges, plus de qualité de son, d'image. Il y a énormément de choses qui font qu'à l'intérieur de la boîte que nous dessinons, nous, petits architectes, il y a encore énormément d'intelligence et d'innovation qui sont mises là-dedans. Et je trouve que ça va vraiment dans le bon sens. En tout cas, c'est un cinéma de centre-ville pour plein de raisons, et notamment ce confort. Ça lui confère ce statut de théâtre, entre guillemets. Il y a ce parc qui est adossé au cinéma avec cette fresque Monkey Bird, et je crois que vous êtes très sensible à cette proximité à la fois du jardin et de l'art urbain sur la façade du cinéma. Il y a plein de choses qui se jouent autour de ce cinéma. Il y a la ville minérale et intense, il y a le cœur d'îlot paysager avec ses essences très belles, parce que locales, je pense. Et puis tout d'un coup, il y a effectivement le bâtiment qui retrouve une minéralité que l'on connaît dans la ville d'Antibes, alors qu'on a voulu. Et la manière dont Monkey Bird s'est venu du coup habiter ce mur est incroyable parce que ça va bien au-delà de la qualité de ce qu'ils ont fait ou du rapport très intéressant à la fois à la minéralité et au paysage, parce que cette fresque, c'est un peu des deux. Mais surtout, il y a quelque chose que je trouve très important, c'est que ça donne à ce bâtiment privé un caractère presque institutionnel, ça devient un bâtiment public. Et ça, je trouve ça très important, et je trouve que ça transcende un peu le bâtiment. Il n'y a pas juste les terrasses qu'on retrouve là-haut et qui ouvrent un nouveau regard. Il y a aussi cette fresque qui fait le percevoir différemment. Et c'est très agréable à Antibes, le fait que, parce que ce n'est pas juste à cet endroit-là, que le privé puisse accueillir le street art comme étant un objet public, en fait. Ce mélange est très important dans une ville, je trouve. Et vous pensez que c'est important qu'un cinéma s'installe comme ça en cœur de ville? Vous, avec votre vision d'architecte, qu'est-ce que ça change un cinéma en cœur de ville? Alors, déjà, ça change que notre métier est tellement passionnant, parce que je ne devrais pas dire ça, mais faire un multiplex excentré, où on se pose la question de savoir comment est-ce qu'on va se garer, est-ce que c'est le truc le plus important quand on va voir un film, forcément on est loin de l'expérience que l'on veut vivre. Donc nous on croit énormément au fait que
on a l'impression aujourd'hui, plus qu'avant, le cinéma a un caractère religieux, c'est-à-dire que c'est une démarche d'y aller. Et en cela, je trouve que ça a de plus en plus sa place en centre-ville, en tout cas ça retrouve sa place en centre-ville. On fait plus attention qu'il y a quelques années à l'expérience que l'on vit, à la manière dont on va au cinéma. Donc oui, ça a son sens. On voudrait des théâtres, des musées, etc. Mais enfin, chaque ville a son identité, chaque ville a sa manière de faire profiter, d'ouvrir les habitants à une vie culturelle. Et je trouve que le cinéma en centre-ville a toute sa place, oui. De façon un peu plus large, quelle est votre conception de l'architecture? On discutait tous les deux tout à l'heure et vous me disiez que vous aviez une vision un peu sociologique aussi, hein. Vous aménagez la vie des gens, même si c'est un peu dangereux, hein, de dire ça, hein, mais enfin risqué. On n'est pas sociologue, ça c'est important, on est architecte. Des fois je dis très vulgairement hein, qu'on est ensemblier dans la mesure où on fait intervenir des champs, des disciplines de plus en plus larges, c'est ça qui est passionnant dans notre métier. Nous on est architecte, on est aussi urbaniste. En tant qu'urbaniste, on travaille avec des sociologues, on a même travaillé sur une autoroute avec un BDiste, enfin bref. Donc on travaille avec des équipes très pluridisciplinaires. Et en fait, c'est absolument essentiel parce que aujourd'hui, nous, dans notre manière de faire l'architecture, on ne fait pas des bâtiments pour qu'ils puissent du coup avoir la force d'accueillir un programme, de faire venir les gens. On se pose la question de savoir quelle population va graviter autour de ce bâtiment, quels usages du coup vont être appelés par ces populations et du coup quel programme, quelle architecture on va mettre en place pour y répondre. À la fin, on pourrait se dire que la finalité est la même, mais dans ce raisonnement-là, dans ce cheminement de pensée, typiquement, on se pose la question quand on va au cinéma d'Antibes, de savoir d'où l'on vient, de la rue, de savoir comment est-ce qu'on passe dans le bâtiment, etc., etc. Vous avez travaillé sur des plans parce que c'est votre métier, mais j'imagine que vous êtes venu aussi humer l'air d'Antibes avant de concevoir ce projet. Qu'est-ce que vous avez ressenti en vous promenant dans cette ville? Qu'est-ce qu'elle vous a laissé? Qu'est-ce qu'elle vous a inspiré? Alors, c'est drôle parce que c'est pas ce qu'on a remis dans le bâtiment. Il y a une couleur à Antibes qui est quelque chose qui n'est pas juste la matérialité ou c'est une question de lumière. On pourrait dire que chaque ville est unique, mais il y a vraiment une très très belle lumière et une très belle minéralité. Et ce qui est drôle, c'est que le bâtiment qu'on a fait, c'est pas un bâtiment qu'on est venu mettre une espèce de blanc cassé ou je sais pas quoi. Enfin, c'est pas ça la minéralité. La minéralité, c'est la matière et la lumière. Donc, on est venu faire un bâtiment justement très miroitant parce que ça nous intéresse d'aller du coup se nourrir de cette lumière, de ces matériaux. Et c'est l'impression que nous a laissé du coup la ville que l'on voulait remettre en tout cas dans ce bâtiment. C'était ça, parce que ça c'est le bâti, c'est la lumière, mais c'était aussi le paysage. Et en fait, c'est pour ça que je parlais de Skerdilo tout à l'heure, ou de la manière dont le paysage fait partie du bâtiment, dans la manière dont on pratique, dans la manière dont on ressort, dans la manière du coup, où il se rebranche, reconnecte sur l'espace public. C'est aussi une matière et une lumière, le paysage très important. Forcément, dans un cinéma, on ne va pas planter à l'intérieur du cinéma, on n'est pas en train de faire des serres. Il n'empêche que ça fait partie du projet. Ne serait-ce même que d'un point de vue, entre guillemets, environnemental. C'est-à-dire qu'un cinéma, c'est pas une bouteille thermos, comme on fait des Passivhaus en Allemagne. Ça peut être autre chose, ça peut être des lieux qui sont ventilés, qui se servent des façades chaudes, des façades froides. Enfin, c'est tout ça, en fait, un cinéma. C'est pas un objet qui dit merde à la transition écologique. C'est un objet qui a, lui aussi, a matière à se réinventer. Et là, vous étiez dans un endroit vraiment stratégique puisque vous étiez à la frontière du vieil Antibes, du centre-ville et du port d'Antibes. Oui, c'est aussi pour ça que ce toit, il est incroyable pour nous parce que quand on arrive dans une ville, on est un peu les metteurs en scène qui ont envie de mettre en place un décor. Vous voyez, dans le décor, il y a toujours, c'est des plans en fait.
Et quand on est sur ces terrasses, il y a tous ces plans qui fonctionnent si bien ensemble. Et ce bâtiment, c'est aussi parce qu'il est environné par toutes ces écritures, ces atmosphères, qu'il peut porter une architecture aussi insolite. On se l'autorise aussi pour ça. Ce qui est autour de lui est suffisamment fort et diversifié pour pouvoir accepter ça. Ce bâtiment, cette construction, vous en êtes fier et quelle place il prend dans les nombreux projets sur lesquels vous travaillez? Est-ce qu'il a une place particulière? Alors, il y a un point commun en fait. Tous nos projets sont quand même très différents. On n'a pas forcément une identité formelle à l'agence, mais on a une identité très forte de notre pensée. Donc, là où il tient une place importante, c'est que c'est très facile de prendre en compte la ville et l'habitant, de prendre en compte le contexte, les appartenances d'un site, un patrimoine, etc. Quand on parle d'urbanisme, c'est très facile. Quand on parle de grands ensembles immobiliers, finalement, c'est assez facile aussi. Chaque fois qu'on a ce qu'on pourrait appeler ces micro-urbanités, c'est facile. Là, tout d'un coup, on est dans un objet qui est très codifié. Un cinéma, c'est une quantité inouïe de normes à respecter, des normes acoustiques, des normes dimensionnelles, etc. Donc là, tout d'un coup, d'avoir pu avoir une permanence de notre pensée, on pourrait dire, c'est ce grand écart entre la grande échelle et la petite échelle, d'avoir pu insuffler cette pensée dans un objet aussi codifié, oui, on en est fier, on est content de ça. On ne sait pas si les gens s'en rendent compte, mais on est content. Merci Paul Lègle. Merci.